Et voici la vidéo règle d'East of Sky, un jeu de placement et d'enchères pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu d'Alexander Pfister et Andreas Pelikan, édité par Funforge. Au niveau du matériel, on commence par un petit plateau de score qui est recto-verso. Effectivement, si vous jouez de 2 à 4 joueurs, vous utiliserez cette face-ci, alors que si vous jouez à 5 joueurs, vous utiliserez l'autre face. Nous avons ensuite des paravents représentant les différents clans qui vont s'affronter. Nous avons les MacNeacale, les MacInnes, les MacLeod, les MacDonald, les MacKinnon, pardon. Et nous avons une réglette supplémentaire qui ne servira pas car on ne peut pas jouer à 6 joueurs, mais voilà, qui vous permet de remplacer si jamais vous avez un paravent qui se casse. Car effectivement, avec ce clan, chaque joueur va pouvoir fabriquer un petit paravent qu'il va placer ensuite devant lui et qui, sur son verso, a quelques résumés par rapport aux règles. Donc chacun place son paravent devant lui. Nous avons ensuite un marqueur de tour noir qu'on va placer sur la première case A qui est indiquée sur cette petite échelle en bas. Chacun va récupérer aussi une tuile avec le dos à la couleur de son paravent et qui présente son château. Chacun va placer son château face visible devant lui. Et ensuite, on va aussi prendre le pion de sa couleur pour le placer sur la case 0 du compteur de score. Évidemment, on ne placera que les pions des joueurs qui sont en lice, et les autres seront remis dans la boîte. Nous avons ensuite un ensemble de pions défausses qui représentent comme ceci une petite hache. Chaque joueur va aussi recevoir une de ces tuiles et la disposer derrière son paravent. Nous avons ensuite un ensemble de 16 tuiles score qu'il faudra bien mélanger avant de débuter la partie, et ensuite nous allons en tirer 4 que l'on va disposer sur les 4 fenêtres qui sont dessinées sur le plateau principal. Toutes les autres tuiles score seront remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour cette partie. Nous avons ensuite un ensemble de 73 tuiles de terrain et un sac en tissu, et on va placer toutes ces tuiles à l'intérieur du sac en tissu avant de les mélanger le mieux possible et d'attribuer ce sac au joueur le plus jeune autour de la table. Et on va lui donner aussi ce petit jeton de premier joueur qu'il va pouvoir placer pour le moment devant lui à côté de son château. Pour terminer, nous n'avons plus qu'un ensemble de pièces de valeur 10, 5, 2 et 1 qu'on disposera à proximité des joueurs, mais personne n'en reçoit pour le moment. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes sur l'île de Skye, qui existe vraiment, c'est une île en Écosse, et nous sommes les lairds de chacun de notre clan, et nous allons nous affronter pour essayer de devenir le nouveau roi de l'île. Pour ce faire, nous allons petit à petit constituer des paysages autour chacun de notre château, afin de marquer des points de victoire le long du pourtour du plateau de jeu, et en fin de partie, le joueur qui aura gagné le plus de points sera sacré nouveau roi de l'île. Alors, je vais vous faire l'exemple de partie avec une partie à 4 joueurs. On a donc utilisé cette face-ci du plateau. Et avant de débuter, nous allons pouvoir retourner les 4 tuiles que nous avons piochées parmi les 16 disponibles et qui vont constituer les différents objectifs que nous allons tenter de réaliser au fur et à mesure du jeu en fonction des manches, car effectivement le jeu va se dérouler en 6 manches, représentées ici, on avancera à chaque tour le marqueur. Quand on sera arrivé à la fin de la 6e manche, eh bien c'est le joueur qui aura le plus de points qui l'emportera. Alors, pour débuter, en fin de règle, vous avez une liste de toutes les tuiles de score et il faudra bien lire et faire comprendre à chaque joueur les 4 que nous avons tirés pour cette partie. C'est en cela que le jeu est original aussi, puisqu'à chaque fois on en tire 4 au hasard, et donc que les objectifs sont différents d'une partie à l'autre. Il faut donc que chacun comprenne bien les objectifs qui sont proposés pour cette partie. Alors attention, ces objectifs ne vont pas tous être décomptés à la fin de chaque manche. Effectivement, c'est indiqué sous le pion de tour quelle tuile sera décomptée lors du tour. Vous comprenez donc que sur les 2 premiers tours, nous allons décompter une seule tuile.
Au troisième et au quatrième tour, nous décompterons 2 tuiles à la fois, et sur les 2 derniers tours, nous décompterons 3 tuiles à la fois. Mais là, pour le moment, comme nous sommes au premier tour, il n'y a que celle-ci qui compte. Donc après avoir lu, mais là je ne vous le fais pas pour ne pas vous perturber, tous les objectifs des joueurs, on peut, si on veut, laisser visible que l'objectif qui sera décompté à la fin de ce tour. Alors, pour les tours proprement dits, chacun vont se dérouler en 6 phases. Une phase de revenu, une phase de pioche, une phase de défausse, une phase d'achat de tuiles, une phase de construction, et enfin une phase de décompte des points. Donc voilà, mais ça va être quasiment simultané, vous allez voir. On commence donc par la première phase, la phase de revenu. Alors la phase de revenu, c'est très simple, c'est indiqué à côté de notre château, chacun va recevoir 5 pièces de la banque, plus des pièces additionnelles si on a réussi à faire des routes qui soient reliées à des tuiles représentant du whisky. Mais en début de partie, nous n'avons que notre château, chacun prend donc 5 pièces, je vous conseille de prendre des pièces de 1 car vous allez avoir besoin de monnaie, et cet argent, vous allez pouvoir le cacher derrière votre paravent. Ensuite, nous passons à la phase 2, lors de laquelle chaque joueur va piocher 3 tuiles dans le sac en tissu. On commence donc par le premier joueur qui mélange un peu et qui tire 3 tuiles au hasard sans regarder du sac, et il va placer ces 3 tuiles face visible devant lui. Il va ensuite donner le sac au joueur suivant qui va lui aussi tirer 3 tuiles, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait 3 tuiles de placer devant son paravent. Alors, quand ceci est fait, on peut évidemment regarder ce que les autres ont tiré pour anticiper un peu sur la suite du jeu, et ceci étant fait, nous allons fixer des prix pour nos tuiles. Alors, cette phase se fait simultanément, chaque joueur va choisir d'abord avec cette tuile-là, quelle sera la tuile qu'il va jeter, qui sera défaussée et qui ne pourra pas être achetée par les autres joueurs et qui ne pourra pas être récupérée par lui. Donc on regarde celle qui nous paraît la moins intéressante, donc par exemple on pourrait choisir celle du milieu, et on met la flèche en direction de cette tuile. Mais évidemment, comme c'est secret derrière votre petit paravent, personne ne sait que c'est celle-ci la tuile que vous allez jeter. Ensuite, vous allez forcément être obligé de mettre au minimum une mise de 1 devant les 2 autres tuiles que vous ne défausserez pas. Et ensuite, vous pouvez choisir d'augmenter les prix si vous voulez que les tuiles soient plus difficiles à acheter pour vos adversaires, ou si vous voulez aussi essayer de garder une tuile pour que personne ne vous l'achète. Donc c'est ça qui est assez subtil. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, ben moi, ces 2 tuiles, elles m'intéressent pas mal, donc je préfère mettre 2 pièces pour celle-ci et 2 pièces pour celle-là. Mais évidemment, je ne dis pas pour le moment à mes adversaires ce que je fais. Le reste de mon argent va être gardé dans ma main, je peux les mettre sous la table de façon à ce que personne ne sache combien il me reste après. Alors on attend bien que tout le monde ait bien choisi et soit sûr de lui derrière son paravent, et une fois que tout le monde a choisi, eh bien on va pouvoir tous en même temps révéler ce qu'on a choisi pour nos tuiles. Donc chacun retire son paravent, c'est pour ça que vous devez garder l'argent restant dans votre main pour ne pas le montrer aux autres joueurs, et nous voyons ainsi le prix attribué à chacune des tuiles. Mais pour commencer, toutes les tuiles qui ont été choisies pour être défaussées vont être jetées dans le sac en tissu. Donc on prend le sac et chacun, hop, donne la tuile qu'il a sélectionnée pour être jetée dans ce sac. Tac, tac, tac. Il ne reste donc plus que 2 tuiles devant chaque joueur, avec forcément une somme d'argent d'au minimum 1. Le premier joueur va donc commencer en achetant la tuile d'un autre joueur, mais encore faut-il qu'il ait gardé suffisamment d'argent pour le faire. Et en tant que premier joueur, eh bien voilà, moi il me reste plus que 1, j'avais prévu 1 pour acheter une tuile adverse. J'ai peut-être un peu trop mis d'enchères sur mes tuiles devant moi. Et donc je ne peux choisir là qu'une tuile qui vaut 1. Donc je peux acheter cette tuile à mon adversaire, ou cette tuile à mon adversaire ici, mais tous les autres ont mis trop cher, comme il ne me reste que 1, je ne peux pas acheter. Je peux aussi, si je le souhaite, décider de ne pas acheter, et puis de dire, moi j'achète rien pour ce tour, parce que tout ça c'est beaucoup trop cher. Mais dans mon exemple, je sais qu'à la fin du tour, nous allons marquer des points pour les brocs,
c'est-à-dire ces espèces de tours, en fait, qui sont dessinées sur le jeu, on appelle ça des broches, ou des brocs. Et donc, pour ces brocs, chaque broc va nous rapporter des points de victoire pour les brocs qui seront à l'intérieur de nos montagnes, et plus il y aura de brocs dans les montagnes, et plus ça rapportera de points. Donc cette tuile, comme il y a un broc dans une montagne, eh bien ça m'intéresse. À ce moment-là, je vais donner la pièce comme mon joueur adverse a choisi qu'elle coûtait 1. Je vais lui payer son prix, c'est-à-dire 1, et à ce moment-là, lui, il va prendre immédiatement ces pièces qu'il va pouvoir mettre dans sa main, immédiatement dans sa réserve de pièces, et il pourra donc s'en servir lors de son tour pour acheter une tuile. Moi, j'ai acheté cette tuile-ci, et pour le moment, je la place face cachée devant moi. On passe alors au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et lui aussi va choisir une tuile à acheter chez quelqu'un d'autre. Donc par exemple, il pourrait dire, ah ben celle-ci a aussi un broc, ça m'intéresse, elle coûte 3, mais j'ai les 3, donc je te paye 3, tu récupères 3 toi dans ta main, et je te prends cette tuile que je mets pour le moment face cachée devant moi. Et le tour se poursuit ainsi, joueur par joueur. Imaginons que celui-ci ait acheté la tuile qui était disponible pour ce joueur-là, il lui a payé, puis ensuite on passe à ce joueur-là, mais ce joueur-là n'avait gardé qu'une pièce. Malheureusement, tout coûte plus que 2 pièces comme il est dernier joueur, il ne peut rien acheter pour ce tour. À ce moment-là, c'est terminé, puisque chacun n'a l'opportunité d'acheter qu'une seule tuile chez ses adversaires. Et maintenant, les joueurs vont pouvoir récupérer les éventuelles tuiles qui sont devant eux si personne ne les a achetées. Donc là, par exemple, moi, j'avais mis ces deux pièces-là, ces deux tuiles-là aux enchères. Et bien, comme personne ne les a achetées, par contre, je vais perdre mon argent que je vais être obligé de rendre à la banque. Pas de chance, tous les joueurs font ceci. Ils perdent tout l'argent restant devant les tuiles qui n'ont pas été achetées. Et maintenant, nous allons pouvoir récupérer toutes les tuiles que l'on a devant soi pour les placer dans notre royaume. Alors, les règles de Pau sont assez simples. Toutes les tuiles que j'ai reçues dans le tour doivent être placées, connectées forcément au départ au château, mais ensuite elles peuvent être connectées les unes aux autres. Donc par exemple, je pourrais très bien faire ceci, et puis ensuite coller celle-là à la suite. Alors, il faut évidemment respecter les paysages, donc là, je continue, montagne, il faut que je mette de la montagne à côté, de l'eau, je peux mettre de l'eau à côté, de la prairie, je peux mettre de la prairie à côté, mais attention, il y a aussi des routes qui sont dessinées, et exceptionnellement dans ce jeu, les routes, on n'est pas obligé de les continuer. Donc là, par exemple, je peux très bien placer cette tuile ici, car ça fait prairie avec prairie, même si ça arrête la route. En revanche, sur certaines tuiles, il y a comme ceci un symbole avec 3 tonneaux de whisky. Eh bien, il faudrait mieux essayer de connecter les routes de ces tonneaux de whisky pour les amener jusqu'à mon château, car effectivement, ça va me rapporter des points, enfin de l'argent à chaque début de tour. Donc là, par exemple, j'ai plutôt intérêt à le placer comme ça, et puis celle-là, je la place où je veux. Là, je peux pas, car évidemment, ça fait de la montagne avec de l'eau, donc c'est interdit. Par contre, je peux très bien la placer comme ceci, ou par exemple la placer voilà, comme ça, pour essayer de faire de l'eau. Alors évidemment, les joueurs récupèrent plus ou moins de tuiles. Si sur les 2 tuiles que vous avez mises en vente, eh bien les 2 ont été achetées par les joueurs, eh bien il n'y aura que la tuile que vous avez achetée que vous allez placer. Donc là par exemple, c'est le cas pour ce joueur qui ne place qu'une seule tuile à ce tour. En revanche, si comme moi, personne n'a acheté les 2 tuiles qui étaient devant vous, vous allez placer celle que vous achetez, plus les 2 autres tuiles. Donc à chaque fois, vous allez toujours placer entre 1 et 1 et 3 tuiles sur votre château. Donc là, par exemple, ce joueur pourrait décider de la placer là. Ensuite, une fois que tout le monde a ainsi construit son royaume, eh bien, nous passons à la phase de décompte. Ici, c'est donc la tuile A, et nous allons donc décompter celle-ci, qui nous indique, pour cette partie, que pour un broc à l'intérieur d'une montagne, enfin d'une zone montagneuse, on gagnera 1 point de victoire, 3 points de victoire si on a 2 brocs dans la même zone montagneuse, et 6 points de victoire si on a 3 brocs dans la même zone montagneuse. Alors attention pour les montagnes, celles-ci se terminent quand il y a comme ça 2 montagnes qui se rejoignent. Donc par exemple pour cette tuile-là, ça va faire un ensemble montagne comme ça, un comme ça et un comme ça. Donc ces 3 zones de montagne ne vont pas être considérées comme étant
connectées les unes aux autres, mais elles vont bien former pour le moment 3 massifs montagneux différents. Au contraire de ces tuiles-là, là on voit bien en fait que hop, elle est coupée en deux, et donc c'est bien le même massif qui atteint les deux côtés de la tuile. Donc attention, parce qu'au niveau visuel, c'est pas toujours simple de voir que là, c'est coupé pour cette tuile. On regarde donc pour tous les joueurs, ceux qui ont des brocs. Moi j'en ai un qui est bien à l'intérieur d'une zone montagneuse, donc j'avance de 1, puisque j'en ai qu'un seul. Lui aussi en a un dans une zone montagneuse, même si elle n'est pas terminée, là, la tuile ne nous indique pas que c'est forcément dans une zone de montagne finie, donc il marque un point. Ce joueur-là en a aussi récupéré un, il marque un point, mais par contre celui-ci n'a pas du tout pris de broc, donc pour le moment il marque 0, et il reste donc sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu. Une fois le décompte effectué, eh bien le joueur prend la tuile premier joueur et la passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on est reparti pour une seconde manche. Il avance le marqueur ici, et à la fin de ce tour, ce sera la tuile B qui sera décomptée. Donc on peut la mettre face visible et la relire à chacun pour se rappeler de ce qu'elle fait. On refait alors la phase de revenu, chacun touche 5, mais cette fois-ci plus 1 pour chaque tonneau de whisky qui est bien relié à mon château par une route, donc on a 3 routes qui partent du château, donc là j'ai réussi à en mettre un ici, donc je reçois 6 de la banque que je peux ajouter à l'argent que j'avais éventuellement gardé du tour précédent. Chacun peut alors regarder ce que les autres vont avoir en vente. Donc là, par exemple, il nous faut avoir le plus de tonneaux de whisky. Je vois que ce joueur-là va vendre une tuile avec du whisky, celui-ci aussi. Donc il faut peut-être que je garde un petit peu d'argent pour espérer leur acheter cette tuile, car peut-être qu'ils vont mettre une certaine enchère dessus. Moi aussi, j'ai récupéré une tuile de whisky, donc peut-être que je peux mettre beaucoup d'argent ici pour que personne ne l'achète, ou bien lui mettre un prix moyen pour que quelqu'un me l'achète parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent. Enfin voilà, tout est possible. Et cette fois-ci, comme j'étais premier joueur au tour d'avant, et bien cette fois-ci je serai dernier joueur, donc je choisirai en dernier, donc il faut que je garde peut-être un petit peu plus d'argent pour être sûr de pouvoir acquérir une tuile, car ne pas pouvoir en acheter lors d'un tour, eh bien ça peut être embêtant. Alors, petite précision, j'ai laissé face cachée les autres tuiles de décompte qui ne correspondent pas au tour, mais on a le droit de les consulter à tout moment, elles ne sont pas cachées complètement, les joueurs peuvent regarder ce qui arrive pour essayer d'anticiper sur la partie. Et comme d'habitude, une fois que chacun a choisi la tuile qu'il défausse et l'argent qu'il met sur les deux autres, eh bien chacun défausse la tuile dans le sac, celle qu'il a décidé de jeter à la poubelle avec sa petite hache, et puis à commencer par le nouveau premier joueur, eh bien chacun achète une tuile chez les autres avant de les placer, une fois que tout le monde a récupéré ses tuiles, à l'intérieur de son royaume. On n'oublie évidemment pas de payer les mises que l'on a mises et que personne n'a acquises pour pouvoir récupérer ces tuiles et les placer devant nous. Une fois les nouvelles tuiles placées dans notre royaume, on compte évidemment les points par rapport aux tuiles apparentes, et puis hop, on avance, et puis c'est reparti pour un tour, avec cette fois-ci la révélation du A et du C. Attention, à la fin du tour, on fera les deux décomptes, et donc il va falloir essayer de miser sur 2 tableaux si possible. Alors attention, à partir du 3e tour, les revenus sont un petit peu augmentés par rapport à ce qui est indiqué sur le plateau de jeu. Effectivement, il y a des pièces de marquées sur les tours à partir du 3e, qui indiquent le nombre de pièces que chaque joueur va gagner en plus de ses revenus par rapport à sa position au score. Alors, pour moi, par exemple, je reçois 5 plus 1, car j'ai des tonneaux de whisky qui sont toujours reliés à mon château. Ici, j'ai d'autres tonneaux de whisky, mais ceux-ci ne sont pas reliés par une route à mon château, donc malheureusement, je ne reçois pas cette pièce-là. Donc pour l'instant, ça me fait 6 de base. Mais en plus de ça, je vais regarder s'il y a des joueurs qui sont devant moi au score. Comme je suis le joueur vert, pour le moment, il y a un joueur qui est devant moi, et donc, pour ce joueur, je vais recevoir une pièce supplémentaire de revenus. Vous comprenez donc que mon adversaire blanc, comme lui aussi a une personne devant lui, il va recevoir une pièce. Le joueur jaune ne va rien recevoir car personne n'est devant lui au score, alors que le joueur rouge, il a 3 joueurs qui sont devant lui. Il va donc recevoir 3 fois la somme indiquée, c'est-à-dire 3 pièces en plus par rapport à ses revenus. Et la partie se poursuit donc ainsi de tour en tour, en sachant qu'à partir du 4e tour, chaque joueur qui est devant nous nous fera gagner 2 pièces, 3 pièces pour chaque joueur qui est devant nous, et 4 pièces qui est devant nous lorsqu'on arrive au dernier tour du jeu, juste avant d'entamer le tour final.
La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce dernier tour. Alors attention, il est à noter que si jamais lors de la construction, vous ne pouvez pas placer une tuile, ça peut parfois arriver que vous ayez mal anticipé, que vous ayez choisi des tuiles que vous ne pouvez pas placer à ce tour, et bien si c'est pas possible, malheureusement, elles seront remises dans le sac, mais vous ne serez pas remboursé pour l'argent que vous avez dépensé pour elles. Donc attention sur l'anticipation. Alors, évidemment, lors du dernier tour, vous effectuerez le décompte correspondant aux objectifs du tour, mais en plus de ça, nous aurons aussi un décompte final. Alors, ceci correspond au parchemin que l'on aura réussi à récupérer sur son royaume. Effectivement, nous avons vu que sur les tuiles, il y a des tonneaux que l'on relie à son château pour gagner plus d'argent, mais il y a aussi des moutons, il y a des espèces d'étables, il y a des brocs, il y a des phares, il y a des navires, il y a des espèces de vaches laineuses. Enfin voilà, donc il y a plein de choses, mais il y a aussi des endroits où on va avoir comme ceci des parchemins, et ces parchemins vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie en fonction de ce qui est indiqué dessus. Donc par exemple, celui-ci me rapportera un point de victoire supplémentaire en fin de partie par ferme que j'ai récupérée. Donc là, j'ai récupéré par exemple une ferme ici, et une ferme là, et une ferme là, ça m'en fait 3, et bien ça me rapporte 3 points de victoire pour ce parchemin-là. Et j'ai le même parchemin parce que je l'ai récupéré en double exemplaire, donc 3 et 3, 6, je vais marquer 6 points de victoire additionnels. Cet autre parchemin me rapporte un point par tranche de 2 bateaux, donc j'ai 2, 3, 4 bateaux sur mon royaume, ça me marque donc 2 points supplémentaires. Mais attention, si on a réussi à fermer complètement le territoire où se trouve le parchemin, eh bien on multipliera les points gagnés par 2. Donc là, par exemple, si j'avais réussi à placer une tuile comme ceci ici, alors on a vu que les routes, on n'est pas obligé de les continuer. C'est pour ça qu'à plusieurs endroits dans mon royaume, il y a des endroits où il y a des routes qui ne mènent sur rien, mais ce n'est pas grave, on a tout à fait le droit du moment que les paysages sont respectés. Donc là, si en fin de partie, j'ai bien mon eau qui est entièrement cerclée parce que le parchemin se trouve sur de l'eau, eh bien ça voudra dire qu'en fin de partie, chaque ensemble de 2 bateaux me rapportera 2 points de victoire au lieu d'1. Et ça aurait été la même chose pour cela si j'avais réussi à fermer ce champ, mais malheureusement ce champ est encore ouvert, donc là je ne marque qu'un point par élément présenté. Enfin, et c'est indiqué aussi sur le petit plateau, par tranche de 5 pièces qu'il nous reste en fin de partie, on additionnera un point de plus. Donc là, par exemple, hop, hop, si j'ai ça, ben ça me fait 3 pièces de 5, enfin 3 ensembles de 5, donc je vais recevoir 3 points de victoire additionnels que je vais pouvoir comptabiliser sur le pourtour du plateau de jeu. C'est alors évidemment le joueur qui est le plus avancé sur la piste des points de victoire qui devient le nouveau roi de l'île de Skye et qui remporte la partie. Si jamais il y a une égalité entre les joueurs, on regardera l'argent restant, donc on ne défausse pas l'argent pour gagner les points de victoire, car c'est le joueur qui a le plus d'argent encore en main qui résout l'égalité et qui l'emporte. Alors, précision sur les zones complétées. Une zone complétée, c'est donc une zone qu'on ne peut plus agrandir par la suite. Donc là, par exemple, cette petite zone d'eau est bien une zone complétée. Là, par contre, la zone où j'ai un champ vert qui va jusque-là et jusque-là, là, même s'il est terminé, car effectivement, par un angle, il ne peut pas se continuer. En revanche, en dessous, il peut encore se continuer par là. Donc, ce champ-là n'est pas terminé. Car effectivement, attention, les routes ne séparent pas les zones. Donc pareil pour la montagne, de là par exemple, ça ne fait pas 3 montagnes différentes, mais c'est une seule montagne. Les routes ne coupent pas les zones en différentes parties. Voilà donc pour Isle of Skye, donc un excellent jeu de placement qui rappelle un petit peu Carcassonne, mais avec beaucoup de rejouabilité, puisqu'à chaque fois on tire 4 tuiles, et que donc c'est très différent, puis en plus il y a ce petite mécanique d'enchère très originale qui fonctionne très bien. Il y a donc 16 tuiles avec des objectifs différents, donc vous risquez très peu de tomber sur une partie identique à une autre, car en plus les objectifs sont assez différents les uns des autres. Ici, il faut essayer d'avoir la plus grande étendue d'eau, car chaque tuile qui constituera cette étendue d'eau rapportera 2 points de victoire. Celle-ci, il faudra essayer d'avoir des têtes de bétail qui sont reliées à notre château par une route, même si le bétail n'est pas dessiné directement sur la route, il suffit que la tuile ait une route qui mène jusqu'au château pour que chacune de ces têtes de bétail vous rapporte 2 points.
Celle-ci est assez étrange car il va vous falloir faire des colonnes. Effectivement, chaque colonne constituée de 3 pièces ou plus de 3 pièces vous rapportera 3 points supplémentaires en fin de victoire, en fin de manche. Ensuite, celle-ci est assez étrange aussi, elle vous permet de gagner 5 points de victoire si vous êtes le joueur qui a le plus d'argent au moment du décompte, et 2 points pour celui qui est en deuxième. Attention, dans tous les jeux comme ça où il y a des majorités, car il y a plusieurs tuiles avec des majorités, si jamais il y a une égalité par exemple pour la première place, les deux vont recevoir 5, et personne n'aura la deuxième place. En revanche, si jamais ce sont les deuxièmes qui sont à égalité, c'est-à-dire un joueur devant qui gagne 5 et 2 joueurs derrière avec une égalité au niveau des pièces, et bien à ce moment-là, les deux gagneront 2 points, et voilà. Et donc voilà, il y a plein de trucs bizarres. Donc là, par exemple, essayer de constituer des réserves de 3, enfin des territoires d'au moins 3 pièces pour marquer 3 points de victoire. Et puis voilà, il y en a sur différents animaux. Là, un point de victoire par mouton. Enfin voilà. Donc en fait, comme elles sont très différentes et qu'à chaque fois elles sont associées par 4 avec des associations différentes, eh bien vous n'aurez jamais le même jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.